Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast Mieux travailler ensemble. Mieux travailler ensemble, c'est l'envie que j'ai de vous montrer ce que j'ai la chance de voir tous les jours. Des personnes engagées, des initiatives créatives et surtout beaucoup d'envie de progresser vers une entreprise meilleure. Je suis Amélie Fenzi, fondatrice de l'entreprise Valeurs et Valeurs, dont la mission est de mieux travailler ensemble, ce que nous faisons tous les jours avec du conseil, de la formation et de l'accompagnement. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Laetitia Vito, autrice et conférencière, notamment avec le best-seller du labeur à l'ouvrage qui a été édité chez Calman Levy, mais également de En finir avec la productivité, édité chez Payot. Laetitia travaille sur les défis de l'avenir du travail et sur le travail en général. Je vais d'ailleurs te laisser te présenter, t'en parleras beaucoup mieux que moi, Laetitia. Et j'ai eu envie de l'inviter sur ce podcast après l'avoir rencontrée sur le plateau de Vive, qui est une newsletter lancée par Bayard et qui soutient les femmes dans leur deuxième partie de carrière. Et j'ai trouvé que l'approche de Laetitia sur le travail, en remettant des chiffres, en nous alimentant sur des analyses précises, nous permet de mieux le repenser, de mieux se positionner. Et donc, je serais ravie de vous faire partager son regard dans cet épisode. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour Amélie. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Tu l'as déjà très bien fait, mais si tu veux, je peux ajouter quelques éléments. Moi, je suis une ancienne professeure. Et je me suis reconvertie plusieurs fois. Et ce que je fais maintenant, c'est une activité avec une entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Et c'est l'activité professionnelle la plus longue, la plus variée et la plus marrante que j'ai jamais eue. Et c'est les 10 années où j'ai été à la tête de ma propre barque pour... au début, de manière un peu sans trop savoir où ça allait me mener, commencer à publier des choses, des articles et des réflexions sur les mutations du travail, au moment, le milieu des années 2010, où apparaissaient les premières grandes plateformes numériques, où apparaissaient les premières réflexions sur l'impact de la révolution numérique sur nos manières de travailler. On parlait déjà de télétravail, c'était avant Covid, mais on en parlait déjà. Et j'ai creusé ce sillon à un moment de l'histoire où... il se passait vraiment beaucoup de choses. Donc, c'était aussi une manière assez généraliste d'aborder les sujets par le prisme de la technologie et des usages, par le prisme des évolutions sociales, sociologiques, culturelles, qui sont engendrées d'ailleurs par ces usages qui transforment les manières de travailler. Et puis, beaucoup les différences femmes-hommes avec des choses qui ne bougent pas, c'est-à-dire des métiers dans lesquels il y a, ou des métiers, des secteurs dans lesquels il y a quasiment que des femmes, des métiers, des secteurs dans lesquels il y a quasiment que des hommes. Et tiens, ça bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas ? Enfin, voilà. Et donc, utiliser dans mon approche beaucoup de sciences humaines, donc de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, finalement un peu mettre mes qualités de prof au service d'autre chose, autrement. Et voilà, donc ça va continuer à évoluer. J'ai du mal à en parler de manière figée, puisque... Au fur et à mesure que j'écris, que je publie des livres, c'est une manière aussi pour moi d'entrer dans différents sujets. Donc les différents livres sont je sais pas comment dire, des vaisseaux qui m'amènent dans une autre direction, ou en tout cas qui me permettent de creuser autre chose. C'est passionnant parce que finalement, ne serait-ce que quand tu te présentes, je trouve que tu incarnes ces défis du travail qui sont à un moment lâcher prise devant l'incertitude et se raccrocher à ce qu'il y a de solide en nous, c'est-à-dire des compétences, des expériences qui sont dans notre histoire et puis des choses qui nous animent très fort et que quand on lâche prise, finalement on arrive à créer la plus longue expérience professionnelle et en plus la plus amusante de ta carrière. Et moi, alors on en parlera peut-être après, mais quand j'entends que les jeunes n'ont plus forcément envie de travailler, je suis pas toujours d'accord et je trouve que quand tu en parles comme ça, moi je ressens ça très fort chez les jeunes, c'est je vais pas aller m'engager dans une expérience longue si j'ai pas du plaisir. Mais le plaisir, c'est pas forcément de pas travailler, c'est faire quelque chose qui fait sens et qui nous anime nous. Alors, tu as raison, mais alors sur les jeunes, cette idée, les jeunes sont paresseux, déloyaux, etc., moi, ça me hérisse.
Ça mérite au plus haut point. Et c'est l'illustration parfaite d'un gros bullshit qui mélange l'effet d'âge, l'effet de génération et l'effet de période historique. Où, en fait, on attribue aux jeunes des aspirations qui seraient radicalement différentes, de type, eux, ils ont envie de se faire plaisir au travail, comme si nous, on avait envie de s'emmerder au travail. Non. Non, c'est pas vrai. En revanche, eux, ils entrent sur un marché du travail qui est complètement désaligné par rapport à leurs besoins. En l'occurrence, nous, enfin la génération qui démarrait la vie active il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'était possible avec les revenus du travail de se loger décemment, d'emprunter pour avoir un logement. Et donc, tu avais un boulet au pied. Tu avais un boulet au pied avec un emprunt sur 20 ans ou 25 ans. Ce qui n'est plus le cas des plus jeunes, pas parce qu'ils ne veulent pas faire l'acquisition d'un logement, mais ils veulent tout à fait. C'est juste que le décrochage entre les revenus du travail et le prix du logement, c'est absolument amplifié, écarté. Quand tu regardes les courbes, tu vois que c'est devenu complètement inaccessible. Donc il y a le mal logement. On vit plus loin, on est en colocation avec des gens avec qui on ne s'entend pas forcément. Donc en fait, il y a une espèce d'instabilité économique dans les conditions de vie. Tu vois, cette décohabitation du domicile parental qui est plus tardive que les générations d'avant, qui fait que si en plus l'emploi est complètement, oui, effectivement, ennuyeux, etc., mal payé et tout, comme tu n'es déjà pas logé ou mal logé ou logé de manière précaire, oui, tu restes pas. Donc on a une espèce de turnover plus important, mais qui est lié à quelque chose qui n'est pas forcément du domaine des aspirations. Et les études sociologiques nous montrent que tout âge confondu, en fait, on partage très profondément les aspirations en matière de travail. C'est-à-dire cette envie d'alignement d'abord entre nos besoins fondamentaux et puis le travail, l'envie d'appartenir à un collectif dans lequel on se sent bien, l'envie de trouver du sens, d'avoir un sentiment d'utilité dans son travail. C'est absolument pas réservé aux jeunes. Oui. Absolument pas. Je dirais que c'est même encore plus incarné pour des gens qui ont déjà 20 ans de travail derrière eux, qui se sont pris des claques, des revers, qui ont peut-être fait un burn-out, etc. Eux, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont une idée beaucoup plus claire de ce que c'est que le sens et ce que peut être un alignement dans leur carrière. Donc les différences générationnelles, il faut qu'on arrête. Il y a des différences, il y a peut-être quelques différences économiques, mais sur les aspirations, en fait, on est en phase. Hein, oui, mais moi, je partage et je le constate dans notre quotidien. C'est... les aspirations de chacun sont très différentes, mais aussi chez la génération Z. Et à l'intérieur des générations, exactement. Voilà. Et donc, on voit des jeunes qui sont encore très statutaires, qui vont chercher la sécurité, qui vont chercher à rentrer dans des entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir progresser de manière ambitieuse et statutaire, et puis d'autres, pas du tout. Mais on l'a aussi chez les quarantenaires, on l'a aussi chez les soixantenaires. Je confirme. Tant qu'on y est, là, on a été, entre guillemets, aborder une espèce de grossièreté qui peut sortir très régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres grossièretés comme ça qui sont régulièrement dites ? Alors, sur l'âge, pareil, c'est les clichés sur tous les âges. C'est-à-dire, les quinquagénaires seraient pas assez agiles, trop figés dans leur manière de faire, ou bien trop peu agile dans l'usage d'applications numériques. Et là, tu fais 50 ans, non mais vous plaisantez ou quoi ? On a grandi dans le monde professionnel avec les usages numériques, donc en quoi est-ce qu'on est plus ringard ? Puis on sait se servir d'un ordinateur, là où quelqu'un qui est né avec le téléphone dans la poche et qui se sert que d'un téléphone ne sait pas se servir d'un ordinateur. Donc il faut arrêter avec ces clichés-là. C'était là aussi peut-être vrai il y a 40 ans, où les premiers utilisateurs... ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et de la communication étaient peut-être un peu plus jeunes, mais ça s'est complètement maintenant ça s'est complètement généralisé, donc c'est complètement tu vois, et pourtant je disais ce matin dans le train en disant une grande majorité des quarantenaires utilisent l'IA ou s'est mis à l'IA, mais utilisent un peu de ChatGPT et beaucoup voire uniquement de ChatGPT. Alors que des jeunes créent des boîtes avec l'IA et connaissent énormément d'IA. Ouais. Donc ça reste... est-ce que toi, tu as des chiffres ou des explications à ça ? Ça pourrait venir alimenter Absolument. Le fait que les quarantenaires, les cinquantenaires sont plus assez agiles par rapport au monde actuel. Sur l'IA, c'est intéressant quand on regarde effectivement ces chiffres incroyables de ChatGPT, où en l'espace de quelques mois après le lancement, il y a déjà 2 ans et demi,
On atteint des centaines de millions d'utilisateurs, ce qui veut bien dire effectivement que ce n'est pas qu'une seule génération qui s'en est emparée. Et les usages... très vite, on voit à travers les générations que c'est pas exactement les mêmes usages, mais que les professionnels, les actifs, trentenaires, cadras, quinquas, qui s'en sont emparés, l'utilisent d'une manière très vite très performante en fait. Très performante parce qu'ils ont cet esprit critique. Enfin, les personnes qui savent par exemple écrire, faire des slides sur PowerPoint et faire des calculs complexes et coder dans des langages différents, savent très bien ce qu'ils vont chercher sur l'IA, donc savent prompter extrêmement bien puisqu'ils savent faire. Ceux qui savent faire savent prompter et ils savent avoir l'esprit critique sur le résultat qui leur est demandé, qui leur est proposé. Et donc l'intégrer et parfois se le réapproprier, le modifier, l'améliorer, etc. Et donc ces usages-là de personnes qui sont seniors aussi au sens de l'expérience et de l'expertise sont des usages très performants, enfin très... Est-ce que je pourrais entendre, là, si je suis manager, que je dois intégrer l'IA, ou je sais que c'est un enjeu d'intégrer l'IA parce que de toute façon, ça va intégrer le monde du travail de demain. Est-ce que j'entends au travers de ça qu'il faut que j'ai des plans d'accompagnement un peu différents en me disant si on considère que l'IA vérifier l'information et prompter correctement est un enjeu d'efficacité de résultat, on va dire ça, quelque part les plus seniors l'ont acquis. En revanche, je dois les accompagner à découvrir des nouveaux outils parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou la facilité d'accès d'y aller. Et en revanche, des jeunes qui vont peut-être, eux, avoir très vite accès à plein d'outils, vont avoir tous ces outils, donc apporter beaucoup de créativité, mais etc. Mais vont tout prendre pour argent comptant. Voilà, mais seront moins formés pour le prompt. Et surtout, ne pas développer leur expertise, puisque tu vas dès le départ être en fauteuil roulant, tu ne sauras plus marcher, en fait. Et ça, c'est très bien montré par les études très récentes sur la dégradation très forte des capacités cognitives sur les gens qui sont à fond sur l'IA. Si tu n'écris plus, si tu ne penses plus, tu avales tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on te propose, et le résultat de ça, c'est que tu ne sais plus faire. Donc tu te retrouves dans une situation de très grande dépendance et tu ne développes pas l'expertise dont tu vas avoir besoin pour rebondir professionnellement après, pour développer ta carrière, pour développer tes capacités. En fait, tu deviens un légume, quoi. Donc c'est très inquiétant pour les plus jeunes. Pour les personnes qui n'ont pas cette expertise, en fait, c'est inquiétant pour tout le monde. Il y a des études, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend, etc. Mais dans quelle mesure ce ne sont pas aussi des croyances ? Est-ce que toi, tu as des études, des chiffres là-dessus ? La dernière étude du MIT qui a pris 3 groupes d'individus, qui a fait des expériences sur 3 groupes. Un groupe à qui on a donné des tâches qui ont été 100% IA générative. Oui. Un groupe qui était d'abord Google, puis, c'est-à-dire un Internet sans IA générative, puis un peu d'IA, un groupe rien du tout, c'est-à-dire on brainstorm, on réfléchit, on fait à la main, et on a regardé l'activité cérébrale, et donc le développement, les parties du cerveau qui étaient sollicitées, et on a mesuré la mémoire à moyen et long terme, c'est-à-dire est-ce que tu te souviens de ce que tu as produit en fait. Et les gens qui étaient en 100% IA se souvenaient très très mal, c'est-à-dire que c'est très fugace, en fait tu l'as pas produit, tu l'as pas vraiment réfléchi, donc tu te souviens pas. Donc déjà ça c'est un petit peu tu n'as pas créé les chemins neuronaux dans ta tête. Exactement, en fait. Exactement. Et puis l'activité cérébrale était très faible. Donc vraiment, en fait, tu utilises pas beaucoup ton cerveau, en fait. Okay. Donc c'est déjà mesuré. Et vraiment, là, il y a des neuroscientifiques qui se penchent là-dessus. C'est déjà très bien mesuré. Et ça, sur l'effet sur notre cerveau et sur notre santé est un peu préoccupant. Donc se dire qu'il faut garder à la fois à l'étape formation, mais aussi à l'étape réflexion, des moments déconnectés, des moments sans IA. Enfin, c'est un peu comme le fait d'aller à la salle de sport. Quand tu vis une vie où tu es tout le temps sédentaire, assis et dans ta voiture et dans les transports, etc., tu fais l'effort d'aller faire du sport. Tu as cet effort conscient de te dire, non, en fait, mon corps, je dois l'entretenir, l'utiliser. Mais c'est pareil avec ton cerveau, ton expertise, l'acquisition de tes connaissances. Donc d'avoir notamment des premières étapes de brainstorm, de réflexion en équipe, où tu vas aller chercher les idées, la créativité, ça va plutôt se faire sans IA. Et après, pourquoi pas un moment avec, où tu peux l'enrichir, l'améliorer, le mettre en forme,
le traduire, tout ce que tu veux, oui. mais d'avoir un usage qui va être cadré, qui n'est pas omniprésent. Et cette espèce de manière de l'utiliser, et on commence à sentir que parfois, même moi, à l'utiliser un peu pour tout par pure paresse, ça, c'est dangereux, ça va atrophier nos connaissances, comme dans ce très joli film de Pixar, Wall-E. Je ne sais pas si tu connais Wall-E. Tout à fait. Tu vois ces humains dans le vaisseau spatial qui ne marchent pas, qui font rien, qui se reposent sur des espèces de fauteuils volants, tu vois, où ils vont d'un endroit à un autre, ils sont tous obèses, ils ne savent plus marcher. Et un jour, je passe un moment de... Je vais pas spoiler l'histoire de ce film, mais à un moment, ils sont obligés de réapprendre à marcher, de réapprendre à penser, de réapprendre à faire les choses par eux-mêmes. Oui. Donc nous, il faut que dès l'étape travail, formation, etc., surtout dans un monde où on sait qu'on va devoir continuer à se former, continuer à développer sa créativité, d'avoir un usage bien cadré et oui, de faire attention aux juniors, mais pas que, sur comment on apprend, comment on fait l'acquisition d'une expertise, comment on franchit ces échelons de progression dans la carrière pour arriver à un niveau d'expertise. Ouais, donc je trouve qu'on se dit beaucoup de choses. On se dit qu'il y a un enjeu de santé au travail et que peut-être aujourd'hui on parle beaucoup du burn-out comme étant un enjeu de santé majeur qui en est un. On aura peut-être aussi cette je sais pas comment on peut l'appeler, cette diminution de masse cérébrale et cette difficulté à réfléchir qui pourrait devenir à terme un autre sujet de santé qui va impacter le travail ensemble. Ouais. Et en même temps, j'entends et c'est ce que moi je défends aussi beaucoup, je trouve qu'à l'usage qu'on voit dans l'entreprise, c'est bien quand on est ensemble. Donc là, on voit que les juniors, ils ont toujours... ça fait 15 ans qu'on dit, ces jeunes, ils ont plus confiance en eux, ils savent faire plein de choses, et on met de côté les seniors. Non. Et donc, quand on les fait travailler ensemble, finalement, ils peuvent s'apporter des choses. Ou alors, en tout cas, peut-être un peu plus individualiser les plans de formation sur l'IA, en se disant, par exemple, je forme sur l'intelligence artificielle, il faut à la fois que je forme sur la diversité des outils, mais aussi la qualité du prompt et la qualité, et je vais pousser en fonction de mes cibles. Donc j'entends que dans le mieux travailler ensemble, qu'il y a peut-être ces différents enjeux-là. Je ne sais pas si ça te parle, si ça résume. Oui, c'est ça, de créer des espaces pour tout le monde, en fait, des espaces déconnectés, des moments où on se concentre sur la créativité, la connaissance, le savoir, et puis des moments connectés d'utilisation d'outils. Donc je pense même indépendamment des âges, Mais sur les plus jeunes, se concentrer, s'assurer qu'il y a un moment de formation qui passe par le fait de faire pour apprendre. Ok. Or, si on ne fait pas, puisqu'on fait faire par les IA génératives, on n'apprend pas. Et on le voit sur la mémoire, on ne se souvient pas non plus. Donc c'est là où il y a un enjeu générationnel peut-être. Après, le risque existe aussi pour des quinquagénaires d'oublier en fait. On sait que... Moi, je ne sais plus faire de division. J'ai appris à faire des divisions quand j'étais petite, je ne sais plus faire de division. Si je n'ai pas d'outils pour faire les calculs à ma place, il va me falloir du temps pour apprendre à faire une division. Tu vois, faire, c'est apprendre, c'est se souvenir aussi. Donc quand tu arrêtes de faire, finalement, tu rejoins les problématiques des plus jeunes. C'est que tu deviens débile aussi. Oui, et donc ça sera un vrai enjeu, parce que je le vois bien, même moi en étant dirigeante, si je peux gagner un peu de temps dans l'intégration d'un jeune et lui dire, écoute, voilà le cadre, mais va regarder sur ChatGPT, tu me sors ton truc, tu le réfléchis, tu viens me le présenter. C'est un savant équilibre, parce que tu as toujours envie d'être efficace, tu as toujours envie d'optimiser, tu as envie d'utiliser moins de ressources pour arriver à tes fins. Mais il faut avoir en tête, ça c'est le court terme, qu'à long terme, il faut t'assurer d'avoir les compétences, l'expertise, le cerveau qui fonctionne, le corps qui fonctionne, etc. Donc d'avoir un tout petit peu de redondance, c'est-à-dire des moments choisis où tu vas faire et pas faire, des moments choisis où tu vas être déconnecté, avoir des rituels, etc. Pour penser à long terme. Et ça veut dire des moments où tu n'es pas dans l'optimisation, des moments où tu n'es pas complètement 100% efficace. C'est ce que Olivier Hamon appelle la robustesse. J'aime beaucoup ce concept-là. Dans la définition de la robustesse, il y a un peu d'inutile. Il y a des choses un peu en trop. Et être robuste, c'est pouvoir durer. C'est justement penser au long terme. Donc, se dire que tu n'es pas constamment dans l'efficacité. Pas constamment dans une productivité parfaite. Parce qu'à long terme, en fait, ça va te rendre fragile, te rendre débile.
et te fragiliser, et te fragiliser à long terme. De durer, en fait. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un message fort. C'est un message fort de se dire, dans une société où on pense aussi à très très court terme, de se dire, pensons à notre robustesse à moyen, long terme sur ces sujets-là. Quand toi, tu évoques ces enjeux du travail, quels autres enjeux majeurs tu vois aujourd'hui pour le travail ? Alors, en ce moment, comme je vais publier un livre sur la démographie et le travail, sur l'âge et le travail, je vois ce sujet absolument partout. Dans les questions qui sont posées beaucoup à l'échelle des individus, mais aussi des organisations, c'est ces questions sur l'allongement des carrières, comment on motive, comment on engage des gens qui vont travailler beaucoup plus longtemps, comment est-ce que... on leur offre un cadre de travail qui va être épanouissant. En fait, on sent que ce qui se passe, c'est que toutes les frontières qui étaient très nettes entre les 3 phases de la vie, je me forme, je travaille, je suis à la retraite, sont en train de se brouiller, de se mélanger, de s'hybrider. En fait, il y a de l'hybridation partout. Donc, c'est très clair qu'on se forme dans la carrière, puisque si on travaille 40-45 ans, forcément, ce qu'on a appris il y a 30 ans, il y a 35 ans, il y a 40 ans, à un moment, ça ne suffit pas. On sait, on le dit depuis un moment, se former tout au long de la vie, apprendre à apprendre et tout. Donc ça, c'est à peu près connu, on le voit. Mais ce qu'on voit aussi, et ça, c'est quand même un peu étrange, c'est qu'on peut à la fois être actif et inactif. On peut à la fois être actif et à la retraite. C'est quand même dingue. C'est comme le chat de Schrödinger, il est là, il n'est pas là dans la boîte, tu vois, en même temps. Et ça, tu le vois à travers des choses comme le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, l'entrepreneuriat des seniors, tu vois, toutes ces modalités où tu peux à la fois toucher une partie de ta pension de retraite, mais continuer à cotiser pour avoir plus de retraite. Tu te dis, waouh. Et c'est ça, en fait, l'un des leviers de durabilité et puis même de mélange, c'est cette hybridation constante. C'est créer tous ces moyens où tu vas aussi à la fois te former, donc être entre pauses de formation, mais quand même travailler, par exemple, à temps partiel. C'est réinventer des temps partiels qui vont t'aider à soutenir des transitions dans ta vie professionnelle et à nourrir un intergénérationnel qui fonctionne. Ouais. Soit parce que tu vas te former, soit parce que tu vas préparer une reconversion, un changement de poste, un congé mat, et une transition douce vers une retraite. Et en fait, toutes ces modalités-là font que, en fait, on doit avoir une vision du temps de travail qui est plus souple. Et pour l'instant, on reste avec cette idée dominante du temps plein comme étant la seule modalité de travail ambitieux, de travail à fond, etc. En fait, non. Il va falloir avoir changé de rapport au temps. Tu sais, ça me fait penser, ça fait 4 ans que moi je réfléchissais à comment je pouvais changer mon modèle de rémunération pour permettre à des gens qui à un moment avaient envie de décélérer, parce que le conseil, la formation, c'est quand même des métiers... on est quand même beaucoup très à fond et très prenant. Et donc, je me suis dit, et pourquoi nous, il n'y a pas des gens qui auront envie de décélérer ? Et moi, j'aurais peut-être pas envie de les perdre parce que c'est des super contributeurs. Et en même temps, ils peuvent avoir envie d'autres choses, que ça soit un congé mat ou une envie de projet à côté ou un accompagnement de maladie, etc. Et quand j'en ai parlé autour de moi pour essayer de réfléchir, les gens m'ont vraiment pris pour en tout cas une atypique encore. Et on a construit ça, et on construit ça au fur et à mesure là dans l'entreprise, et c'est passionnant. Par contre, c'est compliqué parce que tout nous ramène en permanence, le légal nous ramène en permanence à ça. Mais c'est vrai que moi, je sens ce besoin de réfléchir à un mode de rémunération qui permette aux gens de dire... Comment tu peux rester chez moi même si tu ne travailles pas un temps plein ? Et comment moi, l'entreprise, je me sens en sécurité parce que je te rémunère à la hauteur de ce que tu crées comme valeur. Oui. Puis dans le conseil, ça peut être ce modèle d'une saisonnalité complètement assumée. Tu vois, tu es sur une mission, cette mission prend fin. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une pause pendant 3 mois ? Pour aller faire ton voyage, ce que tu veux, etc. Et ça, pour le coup, notamment chez les gens sans enfants, parmi lesquels beaucoup de jeunes, c'est un modèle qui marche très bien, qui plaît beaucoup. Comme, tu vois, ces travailleurs saisonniers qui vont être qui étaient autrefois dans les stations de ski, parce que les stations de ski n'ont pas beaucoup d'avenir, mais dans les stations de ski en hiver, et puis à faire complètement autre chose la deuxième partie de l'année. Et tu vois, retrouver la saisonnalité dans le travail, c'est un moyen... je pense à l'intercontrat. Tu vois, tu as un contrat, tu as un autre contrat. Dans l'intercontrat, tu fais complètement autre chose, tu t'arrêtes. Après, il y a une autre piste de réflexion, c'est ce que par exemple les Suisses font déjà très bien, c'est le job sharing. Le job sharing, c'est sur des postes ambitieux. C'est là où c'est radicalement innovant, parce que jusqu'ici,
Et en France en particulier, le temps partiel, c'est un truc jugé pas ambitieux. Or, ça n'a rien à voir avec l'ambition, puisque la plupart des 28% de femmes qui sont à temps partiel, c'est 28% d'individus qui sont à temps partiel, c'est pour des raisons de caregiving, c'est-à-dire s'occuper d'un parent qui est malade, s'occuper d'un enfant, le modèle des 4/5e, tu vois, chez les cadres, etc. Donc c'est pas du tout une question d'ambition, c'est une question d'équilibre, à un moment impossible, et donc par la force des choses, je fais ça. Et tu te fais griller, c'est-à-dire qu'on considère que tu n'es plus à un potentiel et le retour à une carrière ambitieuse est souvent compliqué, voire complètement freiné. Et ce que les Suisses font bien, puisqu'il y a beaucoup plus de temps partiel, il y a beaucoup plus de temps partiel féminin, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, il existe un modèle pour les carrières ambitieuses où tu te partages un poste de dirigeant avec une autre personne tout aussi ambitieuse et ça nécessite de très bien se coordonner. Il faut qu'il y ait un moment de chevauchement. Tu vois, il faut qu'il y ait un jour ou une demi-journée de chevauchement sur ces deux personnes qui se partagent. Il faut qu'il y ait un hyper bon partage de toutes les informations sur tous les dossiers, etc. Donc ça nécessite, et c'est très bien à l'âge numérique, ça nécessite des dossiers bien propres, bien rangés, bien clairs, bien partagés, des archives qui fonctionnent, des outils numériques qui sont hyper bons. En fait, ça veut dire se poser aussi toutes les bonnes questions. Et puis, temps partiel sur un bon salaire, c'est beaucoup plus supportable que temps partiel sur un salaire bof. Donc, voilà. Et puis surtout, comme on considère que tu es ambitieux, tu peux tout à fait revenir sur un temps plein à un autre moment de ta carrière, aucun souci, quoi. On ne considère pas que tu es grillé, que tu es mauvais parce que tu es à temps partiel. Et ce modèle-là du job sharing, il pose des questions intéressantes. Et puis, il y a encore un autre modèle, c'était la semaine de 4 jours, la semaine de 32 heures, qui aussi t'oblige à travailler mieux, moins, mais alors forcément mieux, c'est-à-dire d'être plus productif, moins absent, moins malade, etc., pour pouvoir être en fait quand même plus performant sur le reste du temps. Et ça nécessite de repenser beaucoup de choses sur l'utilisation de ton temps, donc des réunions qui s'éternisent, où tu fais le guignol, tout le théâtre de la productivité, où finalement tu passes plus de temps à faire semblant de travailler qu'à travailler. Voilà, tout ça, c'est des choses qui doivent être éliminées. Et est-ce que tu as étudié des entreprises ou est-ce que tu as vu des entreprises qui ont réfléchi sur ce modèle, qui ont et voilà, et qu'est-ce qu'elles ont gagné, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont gagné? Les entreprises qui ont fait une bonne utilisation du temps partiel, alors j'ai plusieurs exemples, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur la retraite progressive par exemple, c'est un dispositif qui commence à se développer, qui est extrêmement intéressant parce que à partir de quelques années avant l'âge légal de la retraite, tu peux passer à temps partiel, tu es moins absent parce qu'en meilleure santé, plus performant, etc. C'est intéressant pour l'entreprise parce que justement moins d'arrêt de travail par exemple. Et tu as une diminution de revenus, bien sûr, mais tu touches déjà une partie de ta retraite et tu peux continuer à cotiser à 100% sur la partie vieillesse de tes cotisations, ce qui fait que tu augmentes ta pension de retraite pour après. Donc ça, c'est un dispositif qui existe, qui est ouvert dans quel que soit le secteur et l'entreprise. L'exemple d'une entreprise qui l'a fait, notamment sur ses vendeurs, c'est Decathlon, par exemple. Qui explique que voilà, les vendeurs, notamment quand ils vieillissent, certains sont plus fatigués, commencent à avoir des arrêts de maladie qui se multiplient, etc. Donc eux, ils l'ont vraiment mesuré sur les arrêts maladie. Moins d'arrêts de travail en général et d'arrêts maladie en particulier. Donc c'est un gain net très important. Oui. Et puis la masse salariale est réduite aussi, donc ça c'est aussi intéressant. Donc le dispositif, il est vraiment gagnant pour l'entreprise et pour l'individu. Un autre exemple, sur la semaine de 4 jours, l'entreprise qui pendant des années a le plus communiqué là-dessus, c'est cette entreprise de logistique, enfin d'informatique, de vente de matériel informatique qui s'appelle LDLC, qui est basée dans la région lyonnaise, et qui a mis en place dans tous les postes, y compris les gens qui travaillent dans les entrepôts, etc., la semaine de 4 jours, donc 32 heures, c'est 4 jours payés 5, et qui là aussi a dû repenser beaucoup d'éléments d'organisation. Ils ont organisé ça en binôme, parce que comme il y a une continuité de l'activité sur toute la semaine, il ne faut pas que tout le monde s'arrête le même jour. Donc, tu ne peux pas donner le vendredi à tout le monde. Tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est des binômes. Une semaine, tu as tel jour. L'autre semaine, tu as tel jour. Et vous échangez avec le binôme, tu vois, pour s'assurer que l'activité a une bonne continuité.
Et donc, il y a une dose de contrainte. Si tu veux, tu choisis pas complètement ton jour. Mais les gens sont très contents de travailler un petit peu moins. Enfin, ce gain d'heures, ils le gagnent en qualité de vie. Et l'entreprise dit avoir mesuré des gains de productivité considérables. Et là aussi, avoir gagné avec la réduction des arrêts de travail. Donc, beaucoup moins d'absentéisme, en fait. Et tu gagnes avec beaucoup moins d'absentéisme. Gain de productivité, moins d'absentéisme. Ce qui fait que, au bout du compte, tu produis autant avec moins d'heures à l'échelle de ton équipe, de toute ton équipe. Donc, c'est assez convaincant. Après, c'est intéressant parce que tu vois, il y a plein de modèles, quoi. Ouais, mais ce que tu dis, c'est ça nécessite quand même pour toutes les instances dirigeantes de sortir des schémas conventionnels parce que tout ce dont on vient de parler, ça nécessite de voir autrement chez Decathlon voilà, ou sur le CCC d'accepter que tous les individus n'ont pas le même niveau d'énergie au même moment et que je peux donc les accompagner différemment en fonction de ça. De me dire je vais plus avoir un temps complet tout le temps et donc mon modèle de temps complet, ça va venir changer mes modèles de réunion. J'imagine ça va venir changer les process, la communication, la gestion du temps de travail. Et donc ça demande des réorganisations complètes des méthodes de travail. C'est vrai, mais on a une chance, c'est qu'on l'a déjà fait, en tout cas dans le monde du bureau, avec le travail hybride. Oui. On l'a déjà fait avec le télétravail, se poser cette question. Tu ne peux pas faire la même réunion que celle que tu faisais dans ton bureau avec le petit café quand tout le monde est sur Teams. C'est trop pénible, une réunion qui s'éternise sur Teams. Tu vois, tu les perds, les gens. Ils coupent leur caméra parce qu'ils font autre chose. À partir du moment où tu commences à faire autre chose, t'es plus vraiment là. En gros, ça sert à rien. Ça veut dire que la réunion est mauvaise, en fait. Si les gens font autre chose en même temps, elle est mauvaise. Donc, elle doit être plus courte. Si tu veux leur pleine attention et leur pleine participation, elle doit être plus courte. Donc, elle doit être mieux préparée, mieux encadrée, avec des objectifs définis. Donc, il y a une partie qui est asynchrone dans la préparation, c'est-à-dire tu laisses aux gens le temps de préparer ce qu'ils vont apporter dans cette réunion. Et donc, ça veut dire aussi en faire moins, parce que tu ne peux pas avoir le même niveau de préparation si tu fais le même nombre de réunions. Et finalement, les personnes les entreprises, les organisations dans lesquelles ces modalités hybrides de travail fonctionnent bien, sont celles qui ont fait ce travail-là. Et celles qui ne l'ont pas fait, en général, ça se passe très mal. C'est ces journées où tu enchaînes les réunions en visio. Le soir, tu rattrapes tes mails et tes dossiers ou ton vrai travail. Donc les gens sont épuisés, c'est des burn-out, etc. Les gens se disent oui, finalement, c'est pas plus. En effet, c'est pas plus mal d'être au bureau parce qu'au moins ça cadre un peu. Je suis pas obligée de montrer que je suis présente en ligne. Et ça, en général, ça amène à un épuisement pour tout le monde et c'est très peu productif et ça marche pas. Et celles-là, elles ont des réflexes conservateurs de se dire retour 100% au bureau, c'est fini la récré. Et personne n'est content, en fait. Et avec beaucoup, d'empathie pour toutes ces gouvernances qui ont quand même des multi-enjeux du monde du travail, mais aussi économiques, politiques, qui viennent impacter leur business model. Par où, toi, tu leur conseillerais de commencer ? Quand peut-être elles réalisent qu'elles font marche arrière sur des sujets, que ça leur semble trop dur, qu'elles commencent à se dire je comprends plus, j'ai essayé des choses mais de toute façon ça marche pas. Par où tu leur conseillerais de prendre les choses ? Par une meilleure connaissance de la réalité du travail des individus qui font l'organisation, qui font le travail dans l'organisation. Et souvent, les décisions qui viennent d'en haut, qui s'imposent, elles font fi de la réalité vécue. Elles ne demandent pas aux gens ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font et de ce dont ils ont besoin. Et cette première étape, qui est vraiment une étape de comprendre en fait comment on travaille et comment on travaille mieux ensemble, on ne la fait pas. Et donc les entreprises là, qui imposent moins de télétravail, etc., elles ne sont pas du tout dans cette logique-là. Elles sont dans une logique en fait de plan social déguisé, de réduction des effectifs, parce que quand tu imposes tout d'un coup du jour au lendemain un changement brutal de ce qui a fait l'équilibre des gens qui travaillent, y compris des mères célibataires qui tel jour de la semaine amènent leur enfant ici ou là, enfin tu vois, ou des gens qui ont des contraintes de vie, des gens qui habitent plus loin parce que on peut plus se loger aussi bien, qui habitent plus loin et qui se disent c'est pas grave, j'ai que l'aller-retour à faire 3 fois par semaine, pas 5 fois.
pas 4 fois non plus, tout d'un coup, tu leur crées, tu leur rajoutes 4 heures, voire 5 heures de trajet pendulaire dans leur semaine, et l'équilibre est rompu, en fait. Ils vont chercher à aller voir ailleurs. Et donc, ces décisions brutales, en général, c'est des organisations, si elles n'en sont pas conscientes, c'est un désastre, mais je pense qu'elles en sont conscientes, qu'il y a du cynisme, c'est la volonté de faire partir des gens, parce que tu veux pas faire de plan social, mais tu voudrais bien qu'il y ait un petit peu moins de salariés, en fait, hein, Oui. donc tu veux des démissions. Et ça se voit quand tu regardes les types d'organisations qui l'ont imposé brutalement, en général, elles n'étaient pas en phase de grand recrutement. Donc, on se fiche un peu de la dégradation des conditions de travail dans ces cas-là. D'accord. Très bien. Et donc bon, de toute façon, ça, malheureusement, c'est pas en notre pouvoir de se dire si des personnes ont envie de prendre ces stratégies-là. C'est tout. Moi, je rencontre aussi des entreprises qui parfois en arrivent là effectivement, parce qu'ils ne savent même plus par où prendre les choses, parce que tellement d'absentéisme, que les gens sont épuisés, que eux-mêmes sont épuisés de l'ensemble des choses. Et donc j'aime bien ce que tu disais, de dire allez regarder ou reprenez le temps. Finalement, c'est quand vous n'avez plus de temps qu'il est urgent de prendre du temps pour aller voir ce qui se repasse à tous les endroits de travail. Oui. Et ça me parle parce que nous, on devait faire dans mon entreprise des transformations, notamment digitales. Et en fait, c'est en repassant énormément de temps sur les postes, donc parfois parce que j'avais des juniors, parfois parce que j'ai eu des arrêts maladie, qu'on a été les plus efficaces et qu'on a trouvé les meilleures solutions. Et donc, je trouve que c'est un très bon conseil, peut-être de redire aux gens, quand vous êtes démunis et que la seule chose que vous voyez, c'est peut-être de réduire les coûts drastiquement, et que le cynisme est la dernière réponse, peut-être qu'il y a quand même des sujets de dire, allez regarder et vous informer sur la réalité du monde du travail. Oui, puis parler avec les gens, hein, tout simplement. On a l'impression comme ça qu'on peut tout savoir en demandant à ChatGPT, à Gemini ou à Claude. Mais sauf que ces IA, elles ont besoin de données informées, riches, précieuses, pertinentes, etc. En fin de compte, ces données, on les a rarement. Elles sont souvent de piètre qualité ou collectées d'une manière un peu douteuse ou présentant des biais sur des échantillons qui ne sont pas représentatifs de ta population. En fait, la meilleure donnée, c'est celle que tu obtiens lors des entretiens avec des gens de ton équipe. Donc, alors ça peut être les moments informels. Donc oui, l'importance quand même de retrouver ces petits rituels, des déjeuners de temps en temps. On a moins de déjeuners, et ces déjeuners, c'est des moments très précieux pour l'information. Mais les entretiens de départ de tes collaborateurs, les entretiens annuels, les conversations, tu vois, il y a les moments formels et informels. C'est ça, c'est là qu'est la donnée la plus précieuse. Et le problème, c'est qu'on a une attention qui est moins bonne, on écoute qui est souvent beaucoup moins bonne, parce que fatigue, épuisement, burn-out, parce que distraction permanente, parce que l'impression que tu as 50 mails en retard et tu es déjà en train de penser à autre chose pendant que tu fais semblant d'être en conversation avec quelqu'un. Et je pense que ces choses très basiques de écouter attentivement, prendre un temps, là encore, déconnecter. Ça ne veut pas dire ne pas utiliser d'outils, jamais, mais tu as des moments déconnectés où tu te parles. Tu te parles vraiment. Oui, alors je rebondis beaucoup en ping-pong, mais ça me fait penser que, tu sais, quand tu veux tu veux te lancer sur un nouveau marché et que tu veux éventuellement transformer ton offre, tu vas aller faire une étude de marché. Quand tu veux faire une nouvelle acquisition, tu vas aller faire vraiment une analyse financière fine. Et que j'ai l'impression que sur ces nouveaux modes de relation au travail qui sont un enjeu énorme, on ne va pas chercher cette data dont tu parles. Et moi, je peux avoir l'impression parfois que c'est très émotionnel, ces sujets. Oui, parce que... les jeunes, de toute façon, ils veulent plus bosser. Moi, j'en peux plus. De toute façon, je gère que des absentéismes. Et j'ai l'impression que c'est un des endroits du travail qui est extrêmement émotionnel. Oui, et il y a énormément de jugement. Il y a des conflits, de la mauvaise compréhension, et puis il y a des enjeux culturels très forts. Donc, tu vois les écarts entre ces managers qui voudraient être à 100% en présentiel, et puis... beaucoup de leurs équipes qui ne sont pas du tout alignées sur cette envie-là. Pourquoi ? Parce que
envie de contrôler, de surveiller, d'avoir tout le monde à l'œil, l'impression que tu es en maîtrise, dans un environnement incertain où il y a tellement de sources d'angoisse et d'incertitude que tu dis au moins si je peux avoir tout le monde à l'œil, ça se passera mieux. Je vais les forcer à avoir un sentiment d'appartenance et une équipe et un collectif qui fonctionne. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que c'est perçu, puisque toute contrainte supplémentaire est perçue comme un manque de respect, en fait, un manque d'écoute, un manque de respect. Donc, il y a du ressentiment qui n'est pas exprimé. Donc, tu as des deux côtés, en fait, tu as des sources de conflit et, en fait, une communication qui se passe mal. Donc, revenir sur ce basique qu'est la communication, les clés de compréhension... et on comprend finalement ce qui se joue derrière, en fait. Ce qui se joue derrière ce théâtre-là, quoi. Oui, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on voit ce que tu décris, là, je pense que c'est un des enjeux majeurs du désengagement aussi au travail. Et on voit les gens démunis de tous les côtés. Et en même temps, on voit tu vois, avec ce télétravail, il y a parfois aussi de l'abus. Là, je discutais avec des entreprises où ils ont dû se mettre à contrôler les contrats, les gens qui avaient des enfants en bas âge et non scolarisés ne prenaient plus de nounou. Et oui, mais tu vois, alors d'abord, à l'échelle des statistiques globales, les abus sont pas très forts parce que on a plutôt tendance à travailler un peu plus en télétravail pour prouver. Presque par gratitude aussi, hein. Merci de me donner cette flexibilité, donc j'en fais un peu plus. Donc tu as ce pic de connexion après le dîner, donc, qui a été mesuré par Microsoft, qui est vraiment beaucoup plus important. Donc le moment que tu prends pour t'occuper de tes enfants après l'école, par exemple, tu le rattrapes après le dîner. Donc en termes de nombre d'heures, on n'est absolument pas, on n'est pas sur des abus qui seraient massifs. Et les personnes qui abusent, les personnes en gros qui travaillent, qui fichent rien, etc., c'est les mêmes au bureau. Au bureau, tu les forces à être au bureau. Oui, bien sûr, ils peuvent plus s'occuper de leurs enfants, c'est vrai, mais ils travaillent pas plus. Ils fichent rien et ils peuvent même contaminer l'équipe. Parce que les personnes, ces personnes qui font semblant de travailler ou sont pas claires sur leur travail, en fait. En gros, ont l'impression de ne pas avoir de travail. On est un peu dans l'esprit de ces bullshit jobs dont parlait David Graeber. Peut-être parce que c'est pas assez cadré, finalement, on sait pas très bien ce qu'ils fichent là. Qu'ils soient au bureau ou à distance, ils en fichent pas beaucoup plus. Et l'avantage de la distance, c'est que t'as pas cet effet, on va dire, de contamination de personnes démotivées, désengagées, qui vont finalement, soit par leur cynisme, soit par leur ressentiment, soit par leur peut-être désillusion, contaminer des gens qui, eux, savent ce qu'ils ont à faire, tu vois. Oui, je comprends. Donc, c'est pas un problème, le télétravail il n'y a pas fondamentalement un problème d'abus, parce que l'abus, il existe, l'abus, je sais pas si c'est le bon mot, mais le désengagement ou le l'oisiveté, finalement, au travail, elle existe dans des emplois qui sont pas bien définis, qui donnent pas aux gens de tâches stimulantes, intéressantes, ou alors tu peux faire ton travail en moins d'heures et que tu fasses moins d'heures en n'étant pas présent et que du coup tu t'occupes de tes enfants, à qui ça fait du mal. Oui, c'est ça. Mais donc ça veut dire que le métier du manager, c'est bien de vérifier où est la mesure de l'efficacité. Et là encore, connaître le travail, en fait. Et donc de connaître et de savoir le mesurer. Et ça, moi, je mesure tous les jours à quel point peu de managers savent dire à la fin de la journée, tu as bien bossé ci. Ouais. À la fin du mois, tu as bien bossé ci. Exactement. À la fin du trimestre. Et tu as toujours une mauvaise compréhension sur ce que telle tâche veut dire. Par exemple, ce que telle tâche veut dire, mais tiens, changer la slide numéro 7 pour ma présentation de demain, toi... tu vas pouvoir le faire en 5 minutes. Tu me le fais pour ce soir, s'il te plaît. Tu vas me le faire en 5 minutes. Sauf qu'en fait, changer la slide, ça veut dire vérifier telle donnée qui se trouve dans tel dossier. Or, en fait, elle a été remodifiée entre-temps. Donc, quelle est la bonne ? Donc, tu dois passer un coup de fil, donc machin. Donc, tu dois aller... Enfin, si tu veux faire cette tâche-là très bien, en fin de compte, tu peux très bien être entraîné dans, tu vois, une série de tâches qui vont finalement quand même te prendre 1 heure, ou 1h15, ou 1h20, enfin, j'en sais rien. Et ce truc, tiens, mais ça te prendra 5 minutes. Tiens, souvent, ça arrive comme ça parce qu'on le pense sincèrement, ça prendra 5 minutes. Et puis, la réalité du travail, il y a une partie invisible, tu vois, de tâches, de petites choses qui font qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Ou tout d'un coup, tu as un bug, un truc, un machin.
Et le 5 minutes, c'est pas 5 minutes. Et c'est très souvent dans ce sens-là. On a toujours tendance à sous-estimer le temps que prend une tâche. Je rigole parce que c'est un des sujets majeurs, moi, dans mon collectif. Ils me disent toujours, non mais Amélie, je dis, ok, attends, j'ai déjà fait x2 par rapport à ce que je pensais. En temps donné, il me dit, oui, mais c'est pas encore assez. D'accord. Et donc, on discute beaucoup. Et on discute à la fois de peut-être moi qui ne vois pas l'impact de la tâche. Mais on discute aussi de eux, ce qu'ils ont envie de mettre dans la tâche, qui n'est pas attendu par l'entreprise, qui ne sera jamais payé par le client final et qui est, moi j'appelle ça leur partie artiste, c'est-à-dire que c'est ce qu'eux ont envie de mettre de beauté dans leur travail, mais qui ne crée pas de valeur pour l'entreprise. Et donc qui vient, donc un petit peu, c'est possible. Qui ne crée pas de valeur mesurée peut-être, mais qui crée absolument évidemment de la valeur, à la fois par l'engagement, à la fois par peut-être la réception aussi côté client, c'est-à-dire que quelque chose qui a un peu une âme, ça a bien de la valeur. Est-ce qu'ils iraient chercher quelque chose où il n'y a pas de beau de la même manière? Non, mais j'entends ce que tu dis, c'est intéressant, on échange beaucoup et en fait c'est sur quelle est la priorité collective qu'on donne à la création de valeur qu'on doit avoir en ce moment. Donc bien sûr qu'un tel, et d'ailleurs on a adapté les rémunérations en fonction de ça. Telle personne qui passe plus de temps. Donc, elle fait moins de volume, mais elle passe plus de temps. Donc, il y a peut-être un surengagement client, donc plus de rachat. Finalement, elle a moins de rémunération sur son volume, mais elle va avoir de la rémunération sur d'autres choses. Donc, ces échanges ont amené ça, alors que moi, je ne l'avais pas vu. Mais parfois, c'est aussi, tiens, toi, tu as décidé de faire ça, donc c'est intéressant, et ça pourrait produire de la valeur à 3-4 ans. Sauf que là, aujourd'hui, nous, on a besoin de valeur à 3 mois. Et donc, collectivement, et donc toi, tu as fait un choix, certes intéressant, mais qui ne correspond pas à la priorité du collectif. Et ça, c'est cette coordination. Et je pense que c'est le rôle du manager, mais qui prend du temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est comment on ralentit. Parce que mieux travailler ensemble, c'est aussi réaliser qu'on a des priorités. Quelles sont les priorités qu'on met chacun, malgré le regard qu'on aurait. Mais attention, parce que ce qui est défini comme priorité oublie peut-être délibérément tout un tas de choses qui sont quand même indispensables à la vie du collectif. Oui, d'où la communication. Voilà. Et donc, dans cette vie du collectif, c'est plein de petites choses. C'est s'assurer que tout le monde va bien, c'est préparer le pot de départ, c'est dire bon anniversaire et avoir une petite attention, c'est... partage de l'information entre tout le monde, c'est l'organisation d'un séminaire, c'est la sélection, l'accueil des stagiaires, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui en général sont jamais mis dans la liste des priorités. Oui. Et pourtant, c'est bien tout ça qui fait fonctionner le collectif sur la durée. Et le gros problème, c'est que souvent ces tâches-là, ces petites choses-là sont mal réparties, sont justement tellement invisibles que ça tombe un peu tout le monde tout le temps sur les mêmes épaules, et les gens qui se disent oui mais du coup moi je suis pas là, je suis pas aussi bonne sur mes vraies priorités parce qu'en fait j'ai été accaparée par d'autres choses mais qui n'en sont pas moins indispensables en fait. Il y a même tu vois, dans ces petites tâches, c'est même des choses... Ça peut même être gérer une fuite d'eau dans ton bureau. C'est pas ta priorité, hein. C'est vraiment clairement pas ta priorité, mais la personne qui se dévoue pour s'occuper d'appeler le plombier, de l'accueillir, de gérer les trucs, enfin de gérer les merdes, quoi, les autres sont contents. Mais en fait, les personnes qui gèrent ces merdes-là, ces espèces d'urgences qui sont absolument pas les priorités, sont néanmoins en fait au service de tout le monde, quoi. Oui. Et donc, à un moment, comment est-ce que tu fais ? C'est exactement comme dans la vie de couple. Où tu as parmi les deux adultes une personne qui en fait plus que l'autre sur le fonctionnement sur les corvées, sur les machins, etc. Voilà, on a aussi des corvées au travail, et ces corvées-là, il ne faut pas les sous-estimer. Donc peut-être qu'il faut là aussi, comme l'histoire de robustesse avec Olivier Hamon, avoir cette petite dose, cette petite marge, pas la sous-estimer, de la partie invisible, avoir du mou en fait. Donc tu as les priorités, et puis tu as ce qui est nécessaire aux priorités, ce qui est, on va dire, le coussin tout autour, pour permettre qu'elle puisse bien, voilà, pas être dans le juste à temps, pas être dans l'optimisation, avoir un petit coussin pour que ces priorités soient possibles en fait, qu'on puisse y arriver. Ouais, donc on revient, je trouve que quel que soit le bout par lequel on le prend là dans notre échange, on revient là-dessus sur que ça soit dans le temps de parole, dans l'organisation des tâches, etc. De réussir à prendre du temps, de laisser du lest, du mou pour toutes ces choses qui sont
primordial pour être efficace et durer, durer sur le moyen terme. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter d'autres choses, quoi? Est-ce que tu vois d'autres choses où tu te dis j'aurais absolument envie de partager ça parce que c'est vraiment quelque chose pour moi que les entreprises doivent prendre en compte dans les mois, dans les années à venir sur leur organisation du travail ou leur regard sur le travail? Finalement, pour rester dans la même thématique, oui, ce temps de mou, ce temps de marge, ce temps de peut-être d'oisiveté apparente, qui est que apparente, hein, parce que encore une fois, finalement, on peut se retrouver à gérer des fuites d'eau. Mais ce temps en plus, c'est un moment absolument critique parce qu'on est à un croisement de plein de choses, tu vois, entre ce que les IA vont faire à notre cerveau, à notre travail et à nos priorités, la manière dont on va s'emparer des bonnes données pour faire évoluer le travail intelligemment, le vieillissement de la population, la diversité des générations, et puis à côté les enjeux de réchauffement climatique, d'incertitude géopolitique, etc. On a tellement de sujets potentiels d'une incertitude qui est tellement radicale qu'on a besoin de ce petit temps en plus pour prendre un tout petit peu de recul, pour se reposer, pour mettre le cerveau en jachère, pour avoir de la perspective, une meilleure perspective. Et je pense que plus que jamais, pour être agile, on aura besoin de ça. Ça peut sembler complètement paradoxal, mais on a besoin de ça. On n'est plus à une époque où on peut mesurer les risques, avoir des probabilités et avoir des plans d'action sur 5 ans en fonction de scénarios différents, etc. C'est un moment tellement incertain qu'en fait, c'est pas la peine de se précipiter tête baissée en se disant qu'on va pouvoir tout optimiser, parce qu'en fait, on peut parfaitement aller droit dans le mur. Tu vois, ton truc à 3 mois, là, si ça se trouve, ça va droit dans le mur. Parce que il va se passer un truc, il va se passer un autre, une autre pandémie, une autre crise, une autre guerre en Ukraine, machin, qui va avoir un impact sur la priorité en question. C'est tellement incertain avec des crises multiples. Des crises, il y en a toujours eu, mais elles se rencontrent toutes à un moment qui crée il y a tellement de combinaisons possibles, en fait, que tu n'es plus capable de mettre des probabilités et des scénarios, en fait. Et donc, face à ce moment-là de bouillonnement intense et d'incertitude totale, te précipite pas. Te précipite pas, prends peut-être un temps de réflexion, peut-être que cette hésitation, peut-être que ce moment de sous-optimal, de sous-optimisation, en fin de compte, il est peut-être très vertueux, parce que c'est peut-être ça qui va te donner de l'agilité. C'est-à-dire, tu as suffisamment de recul pour pas aller dans le mur. Tu le vois, tu auras peut-être le temps de le voir, en fait, et d'opérer un virage. Donc, prenons le temps, tranquille. Déjà, les vacances d'été, tu vois, les choses comme ça, c'est très bien. Gardons cette institution-là. C'est un moment collectif de prise de recul, où tu vois que les choses que tu pensais urgentes, elles ne sont pas si urgentes que ça, tu vois, face à la pause du mois d'août. En fait, il y a d'autres moments dans l'année où tu peux avoir ce même état d'esprit, où les choses urgentes peuvent être en attente, peuvent être mises sur pause, comme tu le fais quand tu regardes une vidéo. Ok. Ouais. Et donc j'aime beaucoup ce qu'on est en train de se dire. Je me dis quand même, si je suis un peu, si je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute et qui dit c'est bien gentil, mais à un moment moi je dois avoir mon compte de résultat, je dois pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. Laetitia, comment ce que tu me dis ça rentre là-dedans? Alors, je vais reprendre les arguments de LDLC et autres. C'est que si tu veux que les résultats soient au rendez-vous, il faudrait que les gens soient pas absents, il faudrait que les gens soient performants, il faudrait que les gens soient engagés, etc. Donc, teste de donner un petit peu de mou par-ci par-là. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en vacances tout le temps, hein. Ni d'accorder des congés sabbatiques à l'intégralité de ton équipe en même temps, parce que là, évidemment, tu fais plus rien. Mais de jouer un peu avec ces petits moments où tu pourrais lâcher du lest, lâcher du mou. Te dire, finalement, est-ce vraiment si urgent que ça? Te reposer toujours avec cette matrice d'Eisenhower, là, entre l'urgent et l'important. En fait, quand tu es complètement, dans ta routine quotidienne, tu te poses pas les bonnes questions. Et en fait, tes résultats, ils sont pas si bons. Tes résultats, ils pourraient être meilleurs, en fait. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est on casse nos incertitudes, on se laisse du temps et du mou. Et on va aller écouter ce qui se passe vraiment pour pouvoir là
réinventer ce qui se passera au moment où on y sera. Ok, merci. Je trouve que c'est très précieux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cet échange parce qu'à la fois, il part très haut et très en concept, et en même temps, il nous donne des actions qu'on peut mettre en place demain. Et je retiens vraiment ce sujet de me dire, je vais être capable de changer d'état d'esprit pour modifier ma stratégie, peut-être métier et d'offres. Et est-ce que je le fais autant dans mon rapport à l'organisation du travail et à la gestion des hommes qui viennent travailler. Et ça devient finalement un enjeu aussi important pour des directions de travailler ce sujet-là que des sujets financiers ou des sujets de pure stratégie métier. Est-ce que ça te parle quand je synthétise comme ça ? C'est une bonne conclusion. Et bah écoute, j'ai passé un excellent moment avec toi, Laetitia. Moi aussi, merci Amélie. J'espère que nos auditeurs également. Est-ce que tu aurais envie de conclure avec un mot, une phrase, un mantra Ah mince, il faut le préparer ça. Ah oui, ouais. C'est bien d'avoir une punchline. Je vais en avoir une... Oh non, désolée. Non, peut-être un petit mot de conclusion, juste en disant, toi, de cet échange, toi, ta conclusion Ma conclusion, c'est que, tu vois, mon prochain rendez-vous, au lieu de chercher à aller vite en prenant le métro, je vais aller me promener. Je vais marcher et je vais laisser infuser une partie et je pense que je serai plus créative au retour, même si mon temps de trajet aura pris 30 minutes au lieu de 15, par exemple. Ouais. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup, Laetitia. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, Amélie.